Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais remercier déjà les nouveaux abonnés. Et j'aimerais faire une toute petite annonce. Aux 10 000 abonnés sur ma chaîne, je vous propose de vous faire une vidéo par jour pendant une semaine ou pendant un mois. À vous de choisir. Dites-le moi dans les commentaires. Revenons sur la vidéo d'aujourd'hui. L'affaire Charles McCullagh. Cette disparition inquiétante a eu lieu aux États-Unis en janvier 1975, plus précisément sur la côte de l'État de Virginie. Nous sommes plus bas que New York et que Washington. Cette disparition relève presque du paranormal. Elle est incompréhensible. C'est là que Charles McCullagh, étudiant d'une vingtaine d'années, disparaît mystérieusement. Plutôt doué dans ses études, il était promis à un avenir brillant dans une Amérique en plein boom économique et industriel. L'une de ses passions était la photographie et il s'était promis de profiter de quelques mois de congé pour engranger un maximum de clichés lors d'un voyage entamé à la fin de l'année 1974. Avec son sac à dos, son équipement de photographe amateur, il se lance dans une aventure qu'il démarre en autostop, plutôt qu'en voiture. Charles possède un combi Volkswagen qu'il laissera en Virginie chez son père, et nous verrons l'importance du véhicule et des clés dans la suite du récit. Notons que dans ces années-là aux États-Unis, mais également en Europe aussi, cela était coutumier de la part de toute une génération de jeunes gens avides de découvrir le monde. Dans un premier temps, il se rendra dans l'Ouest américain, dans l'État de l'Oregon, rendre visite à un ami, qu'il n'a pas vu depuis un certain temps. Distance et études obligent. De là, il souhaite se rendre au parc national de Crater Lake pour prendre des photos. On est à 200 km d'Eugene, dans le sud de l'Oregon. Il sait que ce parc très visité, situé dans le sud de l'État de l'Oregon, est réputé pour ses aspects sauvages, montagneux et boisés, et est connu aussi pour son lac le plus profond du pays, à moins 592 mètres de la surface de l'eau. Une seule route mène à l'accès contrôlé du parc. On est là à la jonction des trois comtés de Kamak, Jackson et Douglas. D'origine volcanique, le massif forestier a vu sa dernière éruption il y a près de 8000 ans maintenant. Au moment de l'éruption, les premiers Amérindiens peuplent déjà la région et y vivent de la cueillette et de la chasse. Le récit de la catastrophe naturelle se transmet au fil des générations, au travers d'anciennes légendes amérindiennes. Les premiers Européens ne découvrent le lac qu'au milieu du XIXe siècle. C'est le 22 mai 1902 que la zone est finalement élevée au rang de parc national grâce aux efforts d'un homme d'affaires au nom de William Gladstone Steele. Depuis sa création, le National Park Service est chargé de la protection de ces richesses géologiques, naturelles et culturelles, qui attirent chaque année près de 400 000 visiteurs. L'hiver a été particulièrement rude dans la région et la neige n'a pas fondu loin de là. La route est impraticable, mais cela ne décourage guère Charles qui se lance seul dans l'aventure, plutôt bien équipé selon les témoignages de ses amis. Mais 2 jours plus tard, Charles n'a pas donné de nouvelles, ce qui est inhabituel dans son comportement. Fort logiquement, son ami prévient sans tarder les surveillants du parc national, une brigade de park rangers. Les recherches démarrent dans ce vaste espace préservé et sauvage, pas toujours facile d'accès, de surcroît peu fréquenté en cette saison hivernale.
Le bureau fédéral du FBI est informé, la disparition de cet étudiant pouvant apparaître comme criminel. Son père viendra également de Virginie pour se joindre aux recherches. Malgré d'immenses recherches, hélas, elles resteront vaines, et une fois stoppées après un certain temps de recherche, les autorités locales pensent et le disent aux proches et aux pères qu'ils ont peu d'espoir de retrouver Charles vivant. Le père de Charles n'accepte pas cette solution trop administrative à ses yeux. Il continuera durant tout l'été à rechercher son fils, campant dans le parc national, glanant ici et là quelques indices, quelques renseignements, quelques témoignages. C'est ainsi qu'il apprendra que Charles aurait été vu le 30 janvier 1975 à la station balnéaire du lac Diamond, au bord de la route nationale 138, vers le parc national. À ses yeux, cela est cohérent. D'autant que le témoignage d'un garde forestier ayant conduit Charles à un moment corroborera parfaitement le premier renseignement. Mais là aussi, la piste prometteuse n'ira pas plus loin. Le père de Charles n'abandonne pas pour autant. Il engage du personnel pour faire des battues à l'intérieur du parc. Le fait survoler plusieurs fois en avion. Placarde des affiches et des avis de recherche partout où des gens passent. Mais toujours rien. Ce n'est que le 18 octobre 1976, soit 1 an et demi après la disparition, que des randonneurs aguerris tomberont tout près d'un ruisseau, sur un sac à dos très abîmé et un trousseau de clés, en l'occurrence une clé de véhicule de marque Volkswagen. L'endroit, isolé, n'est qu'à une vingtaine de kilomètres du parc national, où Charles est supposé avoir disparu. Le responsable des parcs rangers, devenu gardien des effets, fait l'inventaire et confirme la trouvaille. Clés de véhicule Volkswagen, un peu de matériel de photographie et un nécessaire de survie et de camping sauvage. Le mystère demeurait quant au lieu de découverte des objets. On savait Charles à pied, normalement vêtu certes, mais pas pour une expédition hivernale de plusieurs jours, sous ces téméraires glaciales et avec une neige épaisse, non muni de ski, sans raquettes, sans motoneige non plus, et le parc était désert en cette période de fin janvier 1975. Les park rangers sont très surpris d'avoir retrouvé son sac à cet endroit, très éloigné du lac ainsi que du parc national. Surtout que, le jour de sa disparition, rappelons-le, la région était recouverte par 2 mètres environ de neige fraîche. Il était rigoureusement impossible de circuler en ski, raquettes et même à motoneige ainsi qu'en voiture. Eu égard aux conditions climatiques, parcourir une telle distance à pied était infaisable. Conscient qu'il y a peut-être d'autres effets encore enfouis ou cachés, une patrouille de 2 rangers à cheval part sans tarder à Baby Creek pour tenter de trouver davantage d'éléments. En arrivant sur place, les park rangers se remettent à l'ouvrage et refouillent minutieusement la zone de découverte. Bien leur en a pris, leur intuition était bonne. Ils continuent leur fouille et tombent d'effroi derrière un arbre, où ils découvrent ainsi des ustensiles de camping, des vêtements sagement posés au sol, laissant penser à une mise en scène plutôt rituelle, un crâne humain, supposé être celui d'un homme adulte, une mâchoire aussi et plusieurs autres os. Pour les park rangers, c'est un choc. En plus de 20 ans d'expérience, ils n'ont jamais vu ça. Ce que les fonctionnaires du NPS voient les perturbe tellement qu'ils décident de sécuriser le périmètre et d'appeler tout de suite le bureau du FBI de Portland, afin qu'ils envoient,
une équipe spécialisée en analyse de scènes de crime. Tout laisse à penser qu'on a retrouvé Charles McCullagh. Malheureusement, l'ADN n'existait pas encore en ces temps-là, et l'identification formelle des restes retrouvés est absolument impossible. Je vais reprendre les phrases du site Stranger Outlaw Paranormal, qui explique parfaitement bien la scène. Pour que vous visualisez bien la scène, imaginez-vous que vous êtes debout. Vous déboutonnez votre jean, vous défaites votre ceinture, vous baissez la fermeture éclair et laissez tomber le pantalon et votre slip à vos chevilles. Les vêtements reposent de cette manière déconcertante sur le sol forestier. Un bout de tibia dépasse d'une des jambes du jean. Au fond des chaussettes, sous le jean, on trouve les os de doigts de pied de Charles. Le plus gros de son squelette est absent, comme le reste de ses vêtements, chemise, manteau et ses chaussures. On ramasse juste le sommet de son crâne à 4 mètres. D'innombrables fragments d'os sont éparpillés tout autour. En conclusion, c'est comme si Charles avait fondu sur place. C'est la chose la plus effrayante qu'aient jamais vue les park rangers. Contre toute attente, les causes du décès sont jugées naturelles par les experts médicaux légaux. Charles n'était pas préparé pour affronter un climat très rigoureux. Il serait tout simplement mort de froid. Une des questions qui hanteront les rangers est de savoir où sont passées les chaussures de Charles. L'un des park rangers déclarera « Durant ma carrière, j'ai eu l'occasion de récupérer des dizaines de corps dans le parc. Et d'habitude, on trouve toujours leurs chaussures ou leurs bottes. Elles sont indispensables en forêt. Les animaux ne les emportent pas. Et vu les matières qui les composent, elles mettent un siècle avant de se dégrader. Mais dans le cas de Charles, on ne les a jamais retrouvées. Mais il n'y a pas que les chaussures qui manquent. Une grande partie de son matériel photographique, de bonne qualité et plusieurs autres vêtements qui ne seront jamais découverts sur les lieux ou autre part. Charles était adepte de l'autostop. Aurait-il fait une mauvaise rencontre? Les autostoppeurs sont en effet une population à risque. Randy Stephen Kraft, surnommé le Freeway Killer, le tueur de l'autoroute, a été condamné pour avoir agressé, torturé et tué au minimum 16 autostoppeurs entre 1972 et 1983, notamment dans l'Oregon. 2 détails suggèrent d'ailleurs que Charles a pu rencontrer un prédateur. Son pantalon déboutonné et sa fermeture éclair baissée. On peut très bien imaginer qu'un tueur en série ait pu agresser et tuer Charles, après l'avoir pris en stop. Il aurait ensuite abandonné son corps aux animaux sauvages. Si elle est restée longtemps envisagée par le FBI, à défaut de preuves concrètes, se heurte quand même à divers illogismes. Il n'y a qu'une seule route d'accès sur près de 20 km. Les park rangers patrouillent en permanence dans ce secteur, contrôlant la moindre personne croisée ou aperçue, a fortiori en hiver. Et la neige est par endroits épaisse de près de 2 mètres. Il était donc impossible pour un véhicule de circuler. Les serial killers sont très organisés et minimisent la prise de risque. Sachant qu'une seule route, comme je vous l'ai déjà dit, mène à Crater Lake, un psychopathe ne se serait pas enfoncé à 20 km à l'intérieur du parc. Ça aurait été le meilleur moyen de se faire repérer par les park rangers. Il se serait plutôt débarrassé du corps hors du parc, au bord d'une route par exemple, afin de pouvoir prendre rapidement la fuite. Un autre gros problème se pose. C'est là la plus grande faille dans ce scénario.
et qu'un tueur en série n'aurait tout simplement pas pu accéder à Baby Creek, où on a retrouvé Charles. C'était techniquement impossible de circuler dans le parc à cause des 2 mètres environ de neige. Même en motoneige, un homme aurait coulé dans la poudreuse. Pour ce qui est de l'absence des vêtements de Charles, les spécialistes l'expliquent par un phénomène appelé déshabillage paradoxal. Lorsque la température corporelle baisse en dessous de 35 degrés, l'hypothermie démarre. On a froid, on grelotte, on se raidit et on a du mal à se mouvoir. Si la température chute encore, les fonctions vitales ralentissent. On se sent confus, désorienté, comme sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. En cas d'hypothermie sévère, le corps humain envoie du sang chaud vers les extrémités dans le but de réduire les pertes de chaleur. Mécanisme surprenant. Le cerveau envoie un faux message à l'individu qui ressentira une bouffée de chaleur et, paradoxalement, sera tenté d'enlever ses vêtements. Ce qui ne ferait qu'aggraver son cas. À partir d'un certain stade, l'hypothermie entraîne la perte de connaissance et le décès. Charles aurait-il été affecté par ce syndrome de déshabillage paradoxal ? Des spécialistes restent sceptiques au sujet de cette théorie de déshabillage paradoxal et s'étonnent qu'on ne trouve pas plus de corps d'alpinistes nus sur l'Everest ou sur d'autres montagnes. Dans cette affaire, rien ne permet d'expliquer la disposition curieuse de ces vêtements sur le sol et, surtout, comment a-t-il pu rallier Baby Creek sans chaussures ? Pour finir, il faut savoir que Crater Lake est l'un des plus beaux parcs nationaux des États-Unis. Mais il est aussi considéré comme maléfique par les Amérindiens qui vivent dans la région. Les noms des quelques îles du lac sont assez évocateurs. Wizard Island, l'île du sorcier. Ghost Ship, bateau fantôme. Une formation rocheuse sur le pourtour du lac s'appelle Devil Blackbone, la colonne vertébrale du diable. Les tribus indiennes, Kamat et Modoc, ne vont jamais à Crater Lake parce que, pour elles, il est habité par des esprits démoniaques et les gens y disparaissent. Depuis le XIXe siècle, de multiples personnes se sont volatilisées dans le secteur, notamment des photographes. En 1911, un certain B.B. Bakowski a disparu juste après avoir photographié le lac sous la neige, exactement comme le jeune Charles. En 1956, un touriste est décédé en essayant de photographier Ghost Ship et, depuis 1927, une douzaine de personnes ont perdu la vie en glissant sur les pentes bordant le lac. Plus étonnant encore, et plus mystérieux, il semblerait que beaucoup de bateaux aient coulé dans les eaux insondables du lac. Même chose dans les airs. On ne compte plus les hélicoptères et les avions qui se sont crashés dans le coin. Un bombardier torpilleur, Grumman de l'US Navy en mai 1944, et un avion de tourisme Cessna en 1978. Il y a aussi le Bigfoot. Il aurait été également aperçu aux abords du Crater Lake. Des rangers ont déjà témoigné avoir suivi dans les bois une grande créature sombre à l'odeur nauséabonde, qui leur aurait jeté dessus des pommes de pin. Et pour compléter le tout, des lumières étranges sont fréquemment rapportées dans le ciel. En février 1997, un pilote de jet-ski a rapporté avoir vu des avions de chasse poursuivre des ovnis au-dessus du lac. Crater Lake est-il réellement hanté ou maudit? Mais c'est assurément l'un des endroits les plus mystérieux des USA, ce qui donne cette affaire encore plus énigmatique sur la disparition de Charles McCullagh.